Bonjour et bienvenue dans l'émission que l'on s'accorde pour une vie de plus en plus élégante. Aujourd'hui, nous parlerons de l'élégance dans l'humeur. Faut-il toujours être de bonne humeur pour être élégant ? Et d'abord, est-ce possible ? Aussi, peut-on réellement être en confiance et respecté si on ne connaît pas ses limites ? Nous aborderons tout ceci aujourd'hui et j'espère qu'à la fin de cette émission, vous serez forts de la réflexion que nous aurons menée ensemble. L'équation du jour est la suivante. Comment trouver l'élégant équilibre d'une humeur égale et joyeuse sans en faire trop, dans la durée, et plus important encore, sans que ce ne soit une façade, le tout en ayant conscience de ses limites et sans décevoir les autres. J'adore cette équation et j'aurais adoré la résoudre il y a quelques années. La baronne Staffeux, dans l'un de ses manuels de savoir-vivre, nous parle de l'humeur de la femme chic. Et j'ai trouvé ses propos pertinents et très judicieux, donc nous introduirons cette émission grâce à eux. La baronne nous explique que la femme chic est non seulement d'une humeur agréable, mais elle est aussi d'une humeur égale. En effet, elle n'est pas lunatique. La personne lunatique sera charmante lundi et désagréable le mardi, à nouveau charmante le mercredi, et même un peu plus le jeudi, et complètement mauvaise et décalée le vendredi et peut-être même tout le week-end. Alors, non seulement c'est déstabilisant pour les autres, mais quelle souffrance pour la personne elle-même, soyons francs. Non seulement la personne est à la merci de ses émotions et les subit complètement, mais en plus elle passe pour quelqu'un d'instable et de suspect, de très peu fiable en fait. Pour le peu que cette personne prenne en considération un tant soit peu la vie des autres, elle se fait beaucoup de mal. Et dans la durée, on ne veut plus la côtoyer, et c'est tout à fait normal en fait. Il y a beaucoup de choses qui peuvent expliquer cela, mais la plupart du gens de ce type sont purement et simplement capricieux. Ils se lèvent du mauvais pied, alors tout le monde doit le savoir. Pire, tout le monde doit le subir. Et je suis sûre que vous avez déjà croisé la route de ce type d'énergumène, de ce grossier personnage. La baronne nous dit que l'élégance et la mauvaise humeur sont tout simplement incompatibles, et je suis d'accord avec elle. Quand on est de mauvaise humeur, on est de mauvaise compagnie. Ça se voit sur notre visage, dans notre attitude. Et même si on ne parle pas, ça se ressent. On n'a pas besoin de parler, en fait. La question n'est pas de ne jamais être de mauvaise humeur. Il y a des choses que l'on ne maîtrise pas, évidemment. Mais la question est plutôt qu'il faut avoir cette présence d'esprit de prendre le temps de se ressaisir. Comme nous le disions dans l'émission sur la douleur, mais dans une moindre mesure, ne pas tomber dans la contemplation de son propre malheur. Si ça ne va pas, il faut prendre du temps pour soi, être seul quelques instants pour réfléchir et se remettre d'aplomb, vous voyez ? Et vous savez, les autres le comprennent en fait. Quand vous dites « Excusez-moi, je suis pas très bien, j'aimerais un peu de temps pour moi », avant de vous rejoindre, ils vont comprendre. Les problèmes des capricieux sont multiples. Premièrement, ils n'ont pas d'égard pour les autres. Ils se fichent du bien-être des autres. C'est un comportement purement et simplement égoïste. Deuxièmement, ils se plaisent à étaler leur mauvaise humeur. Ça leur fait plaisir de montrer qu'ils ne vont pas bien. Peut-être pour qu'on les plaigne. Peut-être parce qu'ils sont en manque d'attention. Ça encore, c'est égoïste. Il y a d'autres moyens plus sains de générer de l'attention. La seule raison pour que pleurer soit un acte demandeur d'attention, c'est d'être un bébé, un nourrisson, parce qu'ils n'ont pas d'autres moyens de s'exprimer, je le rappelle. Troisièmement, remarquez que ces gens sont très intolérants envers la mauvaise humeur des autres. Et oui, quitte à être égoïste, autant l'être jusqu'au bout. Ils n'ont pas à subir ça, eux, alors même qu'ils vous le font subir quand même. Vous voyez ? Il n'y a rien qui va ici, rien. Et ces gens devraient prendre conscience que ce comportement ne fonctionne que sur un temps avec les faibles d'esprit qui se laissent avoir. Et si ça leur fait plaisir d'avoir des faibles d'esprit dans leur entourage, tant mieux pour eux. Mais vous, mes bons amis, soyez forts d'esprit et rejetez ce comportement capricieux, s'il vous plaît. Ayons un sain discernement, bien entendu. Ici, nous parlons d'une personne dont ce comportement est une habitude, pas un acte isolé. On n'est pas parfait, évidemment. Mais on parle bien d'une personne dont c'est une habitude, dont c'est normal pour elle de faire savoir aux autres quand ça ne va pas. Alors, c'est super de critiquer les autres, mais il faut savoir balayer devant sa porte aussi, évidemment. Alors, observons-nous. Avons-nous cette tendance-là ? Moi, je l'ai eu, cette tendance, personnellement. Il y a longtemps, je m'en suis débarrassée, mais c'est aussi pour ça que je me permets d'en parler de la sorte. J'étais comme ça. Quand j'étais de mauvaise humeur, il fallait pas me faire m'enquiquiner. Vous voyez ? Mais à l'époque,
Je ne me disais pas tout ce que je viens de vous dire. Je n'en avais cure. Si madame était de mauvaise humeur, tant pis pour les autres. Il n'était pas dans ma tête, il ne savait pas ce que c'était d'avoir les idées embrouillées, donc il pouvait bien aller se faire voir. Et quand je me suis réellement rendu compte que ce n'était sincèrement pas cool pour les gens que j'aimais, je me suis sentie très honteuse. Je vous assure que je me suis sentie très honteuse. Et je me suis demandé comment on pouvait me supporter. Alors, je suis très sensible, donc j'ai peut-être ressenti ça beaucoup plus fort sur le moment. Et je ne pense pas avec le recul que j'étais quelqu'un d'insupportable, mais il y a des jours où tout de même, c'était pas fameux. Et en ayant une profonde réflexion là-dessus, je me suis rendu compte aussi que mon entourage m'aimait plus que tout. Ils m'aimaient et supportaient ces petites sautes d'humeur qu'ils accordaient à mon caractère un peu rebelle de l'époque. Et ça m'a fait 2 fois plus de mal de m'en rendre compte, en fait. Parce que non seulement je me sentais ingrate, mais en plus, je me disais que ces gens, ces amis, cette famille, avaient l'intention de me subir parce qu'ils m'aimaient, en fait. Et je vous parle de ça comme si j'étais quelqu'un d'horrible, mais pas du tout, pas à ce point. Je vous explique ça du point de vue de ma sensibilité. Si j'avais été quelqu'un de purement horrible, j'espère bien que cet adorable entourage m'aurait renié. Il ne mérite pas quelqu'un d'horrible. Et en ayant cette réflexion, je me suis vraiment pris une gifle. C'était instantané. Et je me suis réellement posé la question, pourquoi tu fais ça ? Pourquoi tu manifestes cette mauvaise humeur ? Pourquoi tu es cinglante sur des choses et qu'en plus tu t'en veux derrière ? En essayant de réparer les choses, tu fais pire que mieux, en fait. C'est n'importe quoi, ça n'a aucun sens. Et ça, dans la durée, ça vous fait vraiment pas passer pour quelqu'un de bien. Vraiment. Aux yeux des autres, évidemment, mais surtout à vos propres yeux, en fait. Moi, j'avais pas envie d'être comme ça. Je n'ai pas envie d'être comme ça. Moi, j'ai envie d'être quelqu'un de confiance, d'être quelqu'un d'agréable, sur qui on peut compter. J'ai envie d'être cette personne que mon fabuleux entourage a envie de côtoyer. Cette personne dont ils savent qu'ils passeront un bon moment avec, qu'ils aiment pour une vraie bonne raison. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et tout ça, paradoxalement, je ne leur en ai jamais parlé. Parce qu'on ne répare rien avec des mots, mais avec des faits, des actes et de l'expérience. J'ai tout simplement changé. Alors vous voyez, mes bons amis, sur ce plan-là, vous me connaissez un peu mieux qu'eux, en fait. C'est drôle. Mais c'est important que je vous en parle pour illustrer mes propos sur l'élégance. Je trouve ça très approprié. Et donc, j'ai effectué ce changement sur moi-même il y a quelques années maintenant, et quelque chose d'étrange s'est produit. Une chose à laquelle je ne m'attendais pas. Alors, non seulement je ne passe plus que des excellents moments avec tout mon entourage, et je peux le dire, et nous y reviendrons juste après, mais aussi, c'est comme s'ils avaient un peu oublié. Ils le disent, qu'avant j'étais un peu plus rebelle, etc. Mais c'est comme si ce n'était vraiment qu'un vague souvenir. Comme si la personnalité que j'ai aujourd'hui, je l'avais toujours eue. Et c'est vraiment étrange, en fait. Et je pense que c'est aussi parce que je leur en ai pas parlé. Donc dans leur tête, ce qui a été un changement radical et conscient pour moi, ça a été très naturel chez eux. Et à tel point que ce qui était vraiment n'a pas vraiment été. Je ne sais pas si je suis claire. En tout cas, évidemment, j'en parle aussi du haut de ma sensibilité, donc forcément, il y a un équilibre entre ma perception des choses et le leur. Mais moi, j'ai vraiment cette impression que je me vois changer, je me suis vue changer, et je mesure la différence, mais pour eux, tout est beaucoup plus lisse. Vous voyez ? En fait, s'ils me considèrent comme quelqu'un de lumineux aujourd'hui, c'est comme s'ils m'avaient toujours considéré comme tel, en fait. Vous voyez ? C'est incroyable, hein ? Mais c'est quelque chose que j'ai constaté, et dans n'importe quel changement, j'ai l'impression que ce sera comme ça. Alors je parle pour moi, mais évidemment, je pense pouvoir parler aussi pour quelques autres personnes. Enfin, je m'égare. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors, comme je vous disais, évidemment, c'est mon point de vue. Je suis pas dupe. Si ça se trouve, ils m'ont toujours considéré comme ça, et puis ils se sont dit que ça allait passer. Vous voyez, ça se trouve, cette histoire de caractère rebelle, ils se sont dit, quand elle va mûrir, ça passera. Peut-être, j'en sais rien. Je ne détiens pas la vérité. Mais en tout cas, ce changement-là, si je m'y étais pas penchée, il ne se serait pas produit tout seul. Ça, c'est une certitude que j'ai. J'en suis réellement convaincue. Alors, je reviens sur ce que j'ai dit quand je parle de toujours passer des bons moments avec mes proches. Le fait est que nous avons, comme tout le monde, des moments douloureux et des moments moins sympathiques. Mais quand on est ensemble, on sait pourquoi on est ensemble. Et on a confiance les uns en les autres.
Vous voyez, il n'y a personne avec des sautes d'humeur qui viendra casser les choses. Et si ça arrive, c'est parce qu'un membre ne va pas bien. Mais nous saurons certainement comment le consoler. Dans mon entourage, dans mon cercle d'amis, dans ma famille, j'ai l'impression qu'on a cette chose de ne pas être lunatique, en fait. Quelqu'un de lunatique, c'est quelqu'un de chiant, hein, on ne va pas se voiler la face. Hein. Donc, ce que je veux dire, dans toujours passer des excellents moments, ce n'est pas des moments toujours super excitants où on s'amuse comme des fous, ce n'est pas ça. C'est que tous les moments que l'on passe ensemble sont confiants et soutenants. Et c'est en cela que je dis qu'ils sont toujours magnifiques. Vous comprenez ? Alors, retenez bien ceci. Le caprice ne stimule jamais l'affection. Une des facettes de l'élégance, de l'élégante personne que nous souhaitons être, est d'être d'humeur agréable et égale. Mais maintenant que nous avons vu la surface et la façade des choses, rentrons un peu plus en profondeur, comme d'habitude. Être d'humeur égale et agréable, d'accord, mais est-ce que cela signifie faire semblant alors que nos états émotionnels fluctuent, et qu'ils fluctuent plus vite qu'on ne peut y penser d'ailleurs ? Eh bien non, il ne s'agit pas de faire semblant. Il s'agit de ne pas se laisser balloter par ses émotions, mais de diriger son énergie consciemment vers le plaisir et le bonheur, puisque quitte à être de bonne humeur, autant être réellement heureux, n'est-ce pas ? Et la maîtrise de soi, dans la mesure du nécessaire et du possible, est une compétence requise pour toute personne, comme vous et moi, qui souhaite être élégant. Alors, en société, quel est le secret pour toujours passer de meilleurs moments entre nous et avec les autres ? Oui, il y a un secret, et c'est le suivant. Il faut rechercher la sympathie et non l'admiration. Les gens qui tombent de haut et qui sont à la merci de leurs émotions en société, la plupart du temps, sont des gens qui recherchent l'admiration et non la sympathie. La nuance est radicale, si vous voyez ce que je veux dire. Quand vous recherchez l'admiration chez vos pairs, vous vous mettez maladroitement en avant. Et le résultat en est que les autres cherchent vos points faibles pour vous y faire entrer. Résultat des courses, vous êtes blessé dans votre orgueil. Ce n'est pas de la méchanceté de la part des autres. Cette réaction est tout à fait normale, en réalité. Les gens qui recherchent l'admiration sont insupportables. Et on n'a pas envie de les suivre dans leur délire. Donc, on cherche à les remettre à leur place. C'est une réaction normale. Et vous savez quoi ? C'est même pas conscient. C'est même pas conscient. C'est juste qu'on a un système dans notre esprit et on cherche à le rééquilibrer. C'est une réaction humaine et normale. Parce que l'admiration, en fait, ne se provoque pas consciemment. L'admiration, pour être naturelle, doit être un bénéfice collatéral. Un bénéfice collatéral de la bonne et charmante personne que nous sommes. Vous voyez ? Et plus simplement que ça, quelqu'un qui recherche l'admiration constamment est quelqu'un qui a un problème de confiance en soi sur le principe. Et quand on a un problème de confiance en soi, on prend ses responsabilités et on travaille dessus au lieu de rechercher l'approbation et l'attention des autres sans limite jusqu'à épuisement. Mais c'est un autre problème dont nous ne parlerons pas aujourd'hui. Alors, recherchez la sympathie. Recherchez la sympathie, la grâce. La grâce prend sa source dans la bonté et le désir de plaire. Le désir de plaire n'est pas la recherche d'admiration. Le désir de plaire est le désir d'être agréable à l'autre. C'est du respect. Autant du respect de soi que du respect des autres. Le savoir-plaire est un art et il fait partie intégrante de l'élégance. Et l'une des règles numéro 1 de l'art du savoir-plaire est bien évidemment de rayonner. Quelqu'un qui rayonne plaît, incontestablement. Donc c'est par ici que nous allons commencer. Mais nous parlerons de ce rayonnement sain, de ce rayonnement naturel, et pas d'un rayonnement forcé qui recherche l'admiration. Nous parlerons d'un rayonnement suscité par le bonheur de vivre. Ce rayonnement-là ne suscite ni ennemis ni envieux. Au contraire, les autres ont envie que nous soyons comme ça, et sans le savoir, ils nous donneront ce que nous voulons, de la sympathie. Il faut aller loin dans la réflexion, il faut essayer de comprendre. Parce que nous mettons naturellement le curseur d'importance au mauvais endroit. Et en réfléchissant, en approfondissant nos réflexions, nous arrivons forcément à quelque chose de sain et de serein. Et de toute façon, vous le sentez. Vous le sentez quand
il y a une vérité devant vous. Vous vous sentez bien, vous vous sentez en paix, vous vous dites « mais oui, en fait ». Vous voyez ? Et c'est ce que l'élégance a fait chez moi, ce « mais oui, évidemment ». Vous comprenez ? Donc j'essaye de discuter avec vous. Alors, c'est pas vraiment une discussion, mais j'essaye de partager sur ce sujet pour provoquer cela chez vous. Parce que le sentiment d'être à sa place, mes bons amis, c'est le meilleur sentiment qui soit. L'individu élégant, la femme élégante, l'homme élégant, ces gens-là connaissent le bonheur. Cet individu, connaît le charme et le bonheur, le charme du bonheur même. Et il ne le cherche pas, parce qu'il sait où le trouver. Ceux qui savent, savent. Le bonheur se trouve bien plus souvent dans l'ombre qu'à la grande lumière, bien plus souvent au versant des hauteurs que sur les sommets qui le devinent. Mais c'est trop simple, trop peu enivrant pour bien des natures. C'est la baronne Staffeux qui disait ça, et elle a raison. Et pourtant, cette compréhension est une préparation nécessaire à des joies plus grandes. Il y a des petites joies qui sont à notre portée, qui viennent littéralement se glisser sous notre main. Et être capable de reconnaître et d'apprécier cela nous rend non seulement élégants, plaisants, de bonne compagnie, mais aussi heureux, tout simplement. Nous allons maintenant parler de cette joie-là, celle qui nous rend plaisants et heureux à la fois. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais parler de la notion d'équilibre, notion fondamentale de l'élégance. La joie est un sujet controversé. Oui. Comme quasiment tous les sujets qui constituent l'élégance. Je ne sais pas si vous avez remarqué d'ailleurs. Et d'ailleurs, c'est pour cela qu'on a peur de s'y plonger dans l'élégance, à cause de tous les sujets controversés et de l'avis de tout le monde là-dessus, de facto. J'ai presque envie de dire que la joie est une compétence. J'ai du mal à imaginer que la joie est quelque chose qui arrive simplement comme ça. En fait, c'est comme toutes les compétences techniques. Parfois ça marche parce que c'est le fruit d'un joyeux hasard. Mais si on veut augmenter les probabilités de réussite de notre compétence technique, eh bien on l'apprend, tout simplement. Eh bien sincèrement, je dirais que la joie s'en approche. Et c'est en pratiquant la joie que l'on peut arriver au bonheur. Un bonheur atteint sans réjouissement régulier est bien plus vide de sens qu'un bonheur accompli en ayant sincèrement apprécié le chemin. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais quand on parle de pratique de la joie comme une pratique de compétence, d'une compétence, cela veut dire aussi qu'on peut la pratiquer d'une bonne et d'une mauvaise manière. Y a-t-il une mauvaise manière de pratiquer la joie ? Vraiment ? Ça existe ? Oui, ça existe. Mais ça existe seulement quand on est en société. Quelle étrange compétence que la joie, n'est-ce pas ? Ce que je veux dire par une mauvaise pratique de la joie en société, c'est quand, comme tout en fait, cela devient excessif. Tomber dans cet excès révèle une mauvaise gestion émotionnelle. C'est dommage, me direz-vous, de ne pas pouvoir exprimer sa joie comme on le souhaite. Mais rassurez-vous, je ne vous dis pas qu'il faut la barricader, cette joie. Je dis simplement qu'en société, il y a des manières de l'exprimer. Et personne n'est contre un accès d'euphorie. Mais si cette euphorie est permanente, elle est fatigante. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est tout. C'est aussi simple que cela. Gardons cela en tête, parce que quand nous comprenons et apprenons cette compétence qu'est la joie, chose que nous allons faire juste après, nous avons envie de l'exploiter au maximum de sa capacité. Et oui, faisons-le. Mais comme d'habitude, préservons les autres. De toute façon, je vais aller plus loin que ça. Pas besoin de manifester votre joie par de grands gestes, des cris en tout genre et du dynamisme outrageant. Quand vous êtes heureux, ça se voit sans que vous ayez à faire quoi que ce soit. Vous rayonnez. Et il n'y a rien de plus beau que quelqu'un qui rayonne de bonheur. Qui rayonne d'un bonheur doux et serein. Et si votre cœur est comme ça à l'intérieur, l'extérieur le transpirera, ça débordera, vous voyez, mais ça débordera sereinement. Donc pas besoin de chercher à le manifester. Votre job, à vous, c'est d'être réellement heureux. Le reste se fait tout seul. Vous savez, parfois, des gens qui sont outrageants dans leur dynamisme, ça cache quelque chose. Et c'est vrai, c'est un peu suspect, c'est un peu chelou, c'est vrai, enfin, vous voyez. Donc c'est pour ça qu'en fait, au lieu de chercher à manifester quelque chose, encore une fois, la manifestation de quelque chose, je le répète,
c'est la manifestation justement de quelque chose de plus grand, de plus vaste. Alors si votre bonheur est serein, il est sain, il est là de toute façon. Donc ça se manifestera tout seul. Vous comprenez ? Nous allons donc approfondir la réflexion sur la joie pour élargir nos perspectives et laisser notre esprit s'y engouffrer. Nous allons mûrir la réflexion comme nous le faisons à chaque fois. Et avant cela, je vais vous parler encore de moi parce que pour illustrer ceci, c'est le meilleur exemple que j'ai trouvé. Et je n'aurais pas pu parler de quelqu'un d'autre de toute façon parce que c'est quelque chose d'interne, c'est quelque chose qui s'est passé en moi, à l'intérieur de moi. C'est un processus interne. Punaise, après cette émission, vous n'aurez jamais envie de me côtoyer tellement je vais vous exposer mes défauts. La bonne nouvelle, c'est que j'ai travaillé dessus. Mais quand même, appelons ça la maturité et l'expérience. Enfin, alors, il y a quelques années, c'est une petite anecdote que je vais vous raconter. Il y a quelques années, nous étions en chemin avec mon mari et mon beau-fils pour des vacances en famille. Nous avions un nouveau projet immobilier avec mon mari qui se concrétisait. C'était une période où j'écrivais beaucoup de chansons qui me plaisaient. Bref, ce moment était apparemment merveilleux. Mais en fait, j'étais blasée. J'étais ennuyée. Je n'étais pas ennuyée de ma vie. J'adorais ma vie, sans aucun doute. J'adorais mon mari, j'adore mon beau-fils. Enfin, j'adore toujours mon mari, j'adore toujours mon beau-fils, évidemment. J'adorais ma vie. Mais j'étais blasée de moi-même, en fait. Et vous savez ce que c'était le pire ? C'est que je ne savais pas pourquoi. Alors, quand vous traînez un peu sur les réseaux sociaux, vous tombez sur tout et n'importe quoi sans même avoir demandé quoi que ce soit d'ailleurs. Si vous n'êtes pas bien, c'est à cause de vos hormones, ou alors c'est à cause de vos règles, ou alors c'est à cause du dernier homme qui vous a regardé de travers, ou c'est à cause de BFM, ou de la guerre en Ukraine, ou c'est un Covid long, bref, tout et n'importe quoi. Enfin, bon, bref, ne traînez pas sur les réseaux sociaux si vous êtes blasé. Je vous apprends rien, j'enfonce une porte ouverte, mais sincèrement, voilà. Donc, j'étais là. Je partais en vacances et j'étais ennuyée de moi-même. Et je me trouvais ingrate de ça en plus. Donc vraiment, il n'y a rien qui allait, vraiment. Et à un moment donné, j'étais sur YouTube et je recherchais comment mettre des moulures au plafond moi-même pour le nouveau projet que nous avions avec mon mari. Parce que c'est un projet immobilier, il fallait faire quelques travaux de décoration, de rénovation, etc. Et donc je regardais ce genre de choses. Et je suis tombée sur la vidéo d'une fille qui faisait ça, sur YouTube. Et cette fille respirait une bonne humeur qui m'a littéralement heurtée. J'ai été heurtée par sa bonne humeur. Il faut le faire quand même. Et cette fille, je devrais dire cette femme, justement, n'était pas une gamine inconsciente qui faisait des vidéos pour faire beau. Non, elle était bien adulte et responsable. Ce n'était pas de l'insouciance enfantine, si vous voyez ce que je veux dire. Et bien que ces moulures m'ont beaucoup intéressée, parce que c'était très bien fait, j'étais plus intriguée encore par son attitude. En fait, ça m'a donné envie de la côtoyer, cette fille. Et je me disais, mais comment veux-tu passer un mauvais moment avec cette fille ? Comment veux-tu passer une mauvaise journée avec ce genre de personne ? C'est impossible. J'aimerais tellement être comme ça. Et là, j'ai réalisé que je ne pensais pas du tout être quelqu'un comme ça, en fait. Pas aussi lumineux, en tout cas. Et vraiment, sur ce moment-là, j'ai trouvé ça très, très dommage. Et j'ai pris une claque. Et en fait, ce n'était pas tant pour que les gens aiment passer du temps avec moi, c'était pas ça. Mais c'était surtout parce que, en ayant une attitude comme celle-là, on ne peut pas être ennuyé de soi-même. Vous voyez ? On est juste content d'être là, en fait. Et être content d'être là, c'est être content tout court. Et je voulais être contente tout court. Je voulais ça. Alors c'est super, me voilà dans cette voiture en route vers les vacances avec cette femme et sa vidéo devant moi, mon mari qui conduit et mon beau-fils sur son téléphone derrière. Et alors maintenant, on fait quoi ? Me suis-je dit. Je ne savais pas par où commencer pour être contente en fait. C'est terrible de dire une chose pareille, mais c'était le sentiment que j'avais sur le moment. Et c'est un sentiment profond ça, parce que si on regarde ça de l'extérieur, on peut vite s'offusquer. Sur le papier, j'avais tout pour bien faire, c'est vrai, mais au fond de moi, j'étais morne. Et la vidéo de cette femme ne m'a pas mise une claque parce que j'étais morne à ce moment-là, mais parce qu'en fait, je l'étais régulièrement. Et ça pourrit la vie, à force. Et je l'ai découvert plus tard, même si ce n'est pas le sujet, je vous en fais part tout de même parce que ça a cette part d'importance, justement. J'étais souvent morne parce qu'en fait, je manquais énormément d'estime pour moi-même. J'avais une vie belle, que j'adorais, entourée de gens formidables, et je me demandais comment j'en étais arrivée là.
Parenthèse fermée, cette époque est révolue. Alors ok, mais qu'est-ce que je pouvais faire à ce moment-là, instantanément ? Eh bien, j'ai fait ce qui me paraissait le plus rapide et le plus radical. J'ai fait semblant. J'ai fait semblant d'être d'une humeur agréable et bonne, pas euphorique, juste agréable et douce. Et à ce moment-là, je ne vous mens pas, mes bons amis, ça a été effectivement radical. Je ne sais pas pourquoi, à ce moment-là, dans ma vie, il y a eu ce point de bascule, je ne l'explique pas, je ne me l'explique pas. Mais de ce jour-là, mon attitude envers moi-même et envers les autres a pris une toute autre orientation, une toute autre tournure. C'était réglé. J'étais contente d'être là. J'étais contente du moment que j'étais en train de passer et de tout ce qui allait se passer ensuite. Et le cheminement vers l'estime de soi était déclenché. Et pourtant, l'univers m'a mis à l'épreuve les jours suivants. En fait, je partais au ski et comme tout bon skieur amateur, j'ai mis mon pantalon dans mes chaussures de ski. Grave erreur. Mes bons amis, ne skiez jamais comme ça, vous allez vous exploser les tibias. Et me concernant, j'en ai eu pour 3 jours de douleur intense derrière. Et là-dessus, bien sûr, je me suis pris une bonne et délicieuse grippe. Enfin, un état grippal plutôt, parce que c'était éclair en fait, en 2 jours c'était parti. Eh bien, vous savez quoi ? J'ai passé des vacances juste excellente, géniale, j'ai adoré. Quand je ne skiais pas à cause de mes maudits tibias, je préparais à manger pour mon mari et mon beau-fils. Le soir, on allait se balader dans les villages, on s'est fait des super raclettes, on a mangé de la délicieuse confiture de myrtille, du bon fromage. Je me levais tôt pour écrire des textes de chansons, franchement, c'était le bonheur. J'ai gardé volontairement cette attitude toutes les vacances et ça m'a changé au plus profond de moi. Depuis ces vacances, mon attitude du quotidien a changé. Et je l'ai senti et je le sens encore. Et j'adore ça. Il est dommage de l'avoir découvert à 28 ans, mais ma foi, mieux vaut tard que jamais. 28 ans, et encore, quand on y pense 28 ans, c'est pas si tard que ça. J'ai l'impression de vous raconter une fiction, mais vraiment, je n'en parlerai pas comme ça si c'était une histoire lambda. Je voulais vous la raconter parce que quand je parle de joie, c'est un vécu. Ce n'est pas de la bien-pensance, en fait. Je ne me permettrai pas de pratiquer la perfide bien-pensance avec vous. C'est aux antipodes de la véritable élégance, d'ailleurs. Alors, passons aux choses sérieuses. La joie est un choix. D'ailleurs, le mot « choix » est un poil plus adapté que le mot « compétence ». Quoique. Non, en fait, les deux conviennent. Parce qu'au commencement, il y a le choix, mais ensuite, il y a la pratique. Donc, les deux correspondent. La joie, et écoutez-moi bien, ce n'est pas l'absence de problème. La joie est l'attitude que l'on adopte, quels que soient les problèmes. Retenez bien ce qui va suivre. La joie est un aphrodisiaque. Quiconque l'a expérimenté en aura envie encore et encore. La joie est un choix. C'est une émotion que l'on peut retrouver en toutes circonstances. La joie est innée chez nous les humains. Tout le monde en a. Même les humains les plus abîmés. La joie est partout. Elle se manifeste en abondance tout au long de la journée. La joie est contagieuse. C'est un cadeau que nous nous faisons et que nous transmettons aux autres également. La joie est en nous. C'est un esprit que nous libérons et que nous trouvons spirituellement libérateur. Ceux qui vivent dans la joie, la partagent et la répandent, eux, possèdent la véritable sagesse. Contrairement à l'opinion populaire, il est tout à fait normal de s'amuser dans tout ce que l'on fait. Ce n'est ni égoïste, ni égocentrique. Vouloir une vie joyeuse est naturel, c'est normal, c'est sain. La joie et le rire peuvent polir et envelopper la corvée la plus fastidieuse, et même insuffler aux situations les plus sérieuses la légèreté de l'amour et du rire. Et la simple pensée de la joie devrait vous ramener à vos valeurs fondamentales. Lorsque nous retrouvons la joie enfantine des plaisirs simples, le processus de vivre plus simplement devient beaucoup plus facile, et je le confirme. La joie doit être intégrée à chaque décision que vous prenez, à chaque relation dans laquelle vous entrez et à chaque activité dans laquelle vous vous engagez. Et là, vous vous dites que tout le monde ne veut pas être joyeux par rapport à sa vie ou son métier, par exemple. Mais je vous répondrai que vous ne prenez pas le problème, si c'en est un, dans le bon sens. Un homme d'affaires, par exemple. On ne se dit pas qu'être un homme d'affaires est compatible avec le fait d'être joyeux. Il aura l'air con, cet homme d'affaires, avec son sourire de clown scotché au visage. Mais non, voyez plutôt ceci. Nous ne devons pas être des hommes d'affaires
joyeux et compatissants, ou des femmes d'affaires, bien entendu. Nous ne devons pas être des hommes d'affaires joyeux et compatissants. Nous devons être des personnes joyeuses et compatissantes qui évoluent dans le monde des affaires. C'est deux choses différentes. C'est un problème pris par un autre côté, vous voyez ? Vous ne devez pas être un poste joyeux. Vous devez être un humain joyeux qui pratique un poste, un rôle, des rôles comme on l'a vu dans une précédente émission. La joie ne doit pas s'additionner à vos activités. Elle doit juste déborder dessus. Vous voyez ? Vous ne trouvez pas les choses amusantes. Vous vous amusez à travers les choses. Et oui, je vous assure que c'est différent. Je me rends compte qu'il faut des bases en philosophie pour écouter ces émissions quand même. Ceux qui n'aiment pas réfléchir nous diront qu'on dit exactement la même chose, mais vraiment, ce n'est pas le cas. Il faut savoir bousculer ses perspectives pour évoluer, n'est-ce pas ? Sinon, je ne parle pas de s'amuser comme des guignols, quoique des fois ça fait du bien, mais imaginez-vous au travail par exemple. Vous n'allez pas montrer que vous éclatez comme un dingue à chaque fois que vous faites vos tâches. Mais si intérieurement c'était le cas, sans le montrer forcément, si dans le fond, vous vous amusez vraiment très fort à pratiquer vos tâches, qu'est-ce qui va se passer ? Non seulement vous allez vraiment bien faire les choses, bénéfice collatéral non négligeable, mais surtout, vous allez, vulgairement, kiffer votre vie. Vous ne verrez pas le temps passer. Et franchement, ce ne serait pas particulièrement sympathique de s'amuser toute la journée dans tout ce que l'on fait ? Moi, je crois que si, sincèrement. Ça demande de l'entraînement, parce qu'on est souvent englué dans une routine émotionnelle, mais c'est possible. Essayez de mesurer la joie. Comment mesureriez-vous le degré de joie de vos activités les plus importantes sur une échelle allant du vide à la joie totale ? Parfois c'est tout bête, il suffit d'ouvrir les yeux sur les petites choses, car la vie quotidienne offre un terrain fertile pour vivre joyeusement et agréablement. Ce peut être un café le matin, des fruits frais, un bon livre, ça peut vous permettre de commencer une journée dans la joie, ce genre de choses. Ça peut être réveiller vos enfants et les envoyer à l'école. Ça peut être une partie glorieuse de votre journée de faire ça, évidemment. S'allonger dans son lit et profiter du bruit des gouttes de pluie. Depuis combien de temps n'avez-vous pas fait ça ? Travailler sur un sujet difficile, ça peut être aussi un processus joyeux. Le lever ou le coucher du soleil, c'est un spectacle qui mérite d'être apprécié, ce genre de choses. Regarder un chiot avec un nouveau jouet, c'est un pur plaisir naturel. Essayez, vous verrez. Les gens pensent qu'ils ne peuvent pas être heureux à cause de tous leurs problèmes et que la vie doit être parfaite pour qu'ils soient heureux. Mais une vie sans problème, ça n'existe pas. Si vous misez votre joie sur l'absence de problème, vous ne serez jamais heureux, point barre. Ça s'arrête là. Si vous voulez apprendre à être joyeux, vous devez le faire malgré les difficultés de la vie. La joie est un choix. Ce n'est pas l'absence de problème, c'est l'attitude que vous adoptez, quel qu'il soit. Vous voulez forcer un peu le destin ? Vous pouvez le faire grâce à d'autres humains dont c'est le métier. Les humoristes. Les humoristes sont des extraterrestres. Je ne sais pas comment ils font. Je ne sais pas comment ils ont le cran de faire ça. Je ne sais pas de quelle planète ils viennent, mais le fait est que ça marche. Je crois que le métier d'humoriste est un des métiers les plus difficiles qui soient. Vous avez tous les aspects classiques de l'artiste sur scène pour un humoriste. La préparation, la gestion émotionnelle, la présence et la prestance, la construction du spectacle, etc., etc. Mais quand vous êtes un artiste scénique, sans être humoriste, et que votre public paraît froid ou ne réagit pas, vous pouvez encore vous dire qu'il est subjugué par votre art. Mais quand vous êtes humoriste et que votre public ne réagit pas, c'est l'enfer. Ces gens-là ont beaucoup de cran, croyez-moi, je les admire beaucoup, énormément même. Et quand vous trouvez un humoriste qui vous fait rire, mais allez-y gaiement. Ce n'est pas facile de trouver un humoriste qui corresponde bien à notre façon de penser. Et tant que vous ne l'avez pas trouvé, vous pourrez toujours vous dire « Ah non, mais les humoristes, ça me fait pas rire, c'est pas pour moi. » Mais franchement, le jour où vous avez trouvé quelqu'un qui vous fait vraiment rire, c'est incroyable. Il ne s'agit pas de taper spectacle comique sur YouTube. Il faut vraiment... Enfin, c'est pas ça. Vous pouvez rechercher comme ça, évidemment, mais allez voir des stand-uppers, si vous en avez l'occasion, par exemple. Ça se fait énormément à Paris, ce genre de choses, des spectacles de stand-up. Et c'est un divertissement auquel on ne pense pas assez. Tous les clubs ne se valent pas, et vous ne tomberez pas à tous les coups sur de bons humoristes. D'ailleurs, ils débutent à cet endroit-là, donc c'est normal. Mais ça ne vous empêche pas d'aller découvrir et de contribuer à ce genre de divertissement.
Et oui, ce qui est super là-dedans, au-delà de tout ça, au-delà de passer un bon moment, soutenir ces jeunes humoristes en allant les voir, en allant acheter un billet pour leur spectacle, ça contribue à maintenir et à développer la culture française, selon moi. Alors quand j'y vais, ça me fait doublement plaisir, vous voyez. Mais allez découvrir, ouvrez votre cœur à l'humour, ça change la vie. Vous savez, où il y a du rire, il y a de l'aisance. Et il y a de l'humour dans tout, si vous souhaitez le trouver. C'est comme la joie, c'est tout aussi puissant. Et ça commence par nous-mêmes. Si on se prend trop au sérieux, c'est un vrai problème. Se moquer de soi-même, gentiment évidemment, pas tomber dans la vulgarité, mais se moquer de soi-même et de ce qu'on pourrait faire, ça nous fait rire et ça fait rire les autres. Vous voyez ? Surtout dans l'élégance, où on pourrait penser comme ça que rire n'est pas le bienvenu, que ce n'est pas bien perçu. Mais qui a décidé de ça ? Bien au contraire, en fait. Quelqu'un qui a beaucoup d'esprit et beaucoup d'humour peut être parfaitement élégant, et en plus, il est agréable. Vous voyez ? De toute façon, quelqu'un qui est élégant est agréable. Ce n'est pas la question. Mais vous avez compris ce que je veux dire. Un dernier petit point sur l'humour, c'est que l'humour adoucit les cœurs. L'outil de l'humour est un endroit simple, est un endroit sûr. L'humour adoucit ceux qui sont de l'autre côté, votre interlocuteur. L'humour est la seule arme qui adoucit le monde, qui adoucit tout le monde. Vous voyez ? Alors, excusez-moi, j'ai mon casque qui grince. J'espère que vous ne l'entendez pas au micro. Ça m'embête très très fortement. Alors, revenons à nos moutons. Gardez à l'esprit quelque chose d'important. Il est impossible que les émotions pénibles et l'humour occupent le même espace psychologique. Donc, vous avez fait votre choix du coup ? La joie est le tissu des souvenirs heureux, le tissu d'une vie remplie de joie et une vie bien vécue. La joie ajoute des années à votre vie et de la vie dans vos années, à vos années. Et nous devons la faire compter un moment à la fois. C'est important, c'est encore une fois du moment présent. Le seul véritable problème, quand on commence à s'intéresser à la pratique de la joie, ce sont nos limites. Et oui, parce qu'être quelqu'un de joyeux nous rend plus confiants et plus enclins à nous ouvrir. Et qui dit plus enclin à nous ouvrir, dit enclin à aller plus loin. Et c'est super d'aller loin, mais encore faut-il connaître ses limites émotionnelles. Parce que si on ne les connaît pas, on va volontiers aller bien loin, et à un moment donné, on ne verra pas la falaise, et on se précipitera dans le ravin. Et ce n'est pas le but de la démarche, n'est-ce pas ? Et c'est ici aussi qu'on peut faire la différence avec les personnes niaises. Autrement dit, les imbéciles heureux. Je n'aime pas particulièrement ce terme, mais malheureusement, il est trop approprié pour que je n'en parle pas, en fait. Il y a plusieurs types de personnes devant la joie. Il y a ceux qui s'y engagent sans connaître leurs limites émotionnelles et qui ne le savent pas et qui penchent souvent vers l'imbécile heureux et vers celui, en fait, qui est content tout le temps sans avoir conscience des enjeux. Et c'est dangereux, ça. Non seulement pour la personne elle-même, mais pour son entourage. Et en fait, c'est de l'inconscience. Il y a aussi ceux qui ne connaissent pas leurs limites émotionnelles et qui savent qu'ils ne connaissent pas leurs limites. Donc ils savent que si jamais ils commencent à s'engouffrer dans la joie sans connaître leurs limites, ils vont pencher vers l'imbécile heureux. Et ils ont peur de ça, à juste titre, parce que c'est nul d'être un imbécile heureux. Donc eux ne s'engagent même pas sur le chemin de la joie. C'est vraiment dommage. Il y a ceux aussi qui s'engagent sur le chemin de la joie, qui savent qu'ils ne connaissent pas leurs limites émotionnelles, mais qui ne veulent pas entendre parler de la vie des autres. C'est de ces gens-là qu'on entend « Ah non, mais moi je suis heureuse, hein, les autres ils n'ont qu'à dire ce qu'ils veulent, moi je veux exprimer ma joie comme je l'entends, et si on me juge, c'est déjà loué. » Puis eux, ils n'ont rien compris à la vie de toute façon, voilà. Ça arrive souvent. Mais ces gens-là ont tout de même une pointe de ressentiment envers les autres. Et finalement, ils ne goûtent pas réellement à la joie totale, finalement. Vous voyez ? Et enfin, il y a ceux qui connaissent très bien leurs limites, qui s'engagent sur le chemin de la joie, et pour eux, tout est facile. Parce qu'ils sentent qu'ils approchent leurs limites. Ils le savent. Et quand ça arrive, ils savent quoi faire pour ne pas les dépasser. Et ça leur permet de rester dans un état de joie permanent s'ils le souhaitent. Ils sont prudents, ils sont conscients, ils sont réfléchis. Et la personne élégante fait partie de cette catégorie. Consciente, intelligente, prudente, heureuse. Et maintenant, nous allons approfondir la réflexion dans ce sens. Nous allons apprendre à déceler nos limites ou à les réévaluer si nous les connaissons déjà, par exemple. Nous allons comprendre que quelqu'un qui ne connaît pas ses limites pense à l'envers, en fait. Vous allez voir. C'est de la psychologie.
cette personne pense à l'envers et si elle ne travaille pas dessus, elle ne saura jamais comment faire. Parce que son sens de réflexion restera toujours le même. Une boucle infinie, en fait. Qu'est-ce que c'est une limite émotionnelle ? Ou plutôt, comment se comporte quelqu'un qui connaît ses limites émotionnelles ? Que pense-t-il ? Que ressent-il ? Quelqu'un qui connaît ses limites émotionnelles est quelqu'un qui est conscient qu'il mérite le respect. Et mériter le respect signifie être conscient que nous ne sommes pas corvéables à merci, que notre temps est aussi précieux que celui de tout le monde, que nous avons besoin de ressourcement et de repos comme tout le monde, que nous avons besoin de parcourir nous-mêmes notre propre chemin de vie comme tout le monde et que nous avons besoin aussi, parfois, d'être disponibles uniquement pour nous-mêmes et pour personne d'autre, comme tout le monde. Et c'est quand on a compris cela qu'on peut s'associer à d'autres personnes, avec un partenaire de vie, avec un associé, avec une équipe de travail, dans des activités communautaires, etc., etc. Quelqu'un qui connaît ses limites émotionnelles pratique l'assertivité, c'est-à-dire la maîtrise de savoir dire non. Mais ça, c'est la deuxième étape. La toute première étape, dont nous parlons maintenant, c'est cette conscience de nos limites, cette conscience de soi. À l'inverse, quelqu'un qui ne connaît pas ses limites agit comme cela. Il ne sait pas quand s'arrêter ou quand refuser. Cette personne redoute de dire non. Par peur de représailles, il ne se donne pas le droit de dire non. En fait, si quelqu'un lui demande d'en faire et plus, et plus, et plus, et encore plus, cette personne va penser à l'envers et va l'interpréter comme une marque de confiance du demandeur. Et alors, pour le peu que le demandeur en joue, alors là, c'est fini, vous voyez ? Donc, quand on lui en demande trop, la personne l'interprète comme une marque de confiance à laquelle elle doit impérativement répondre pour ne pas décevoir. Elle craint juste en fait de ne pas être à la hauteur. Elle se démène pour en faire davantage, quitte à s'épuiser. Au travail, ça peut être remplacer les absents, combler les carences organisationnelles, pallier l'incompétence des collègues, etc., etc., etc. Ça n'en finit pas en fait. Faire ces actions ne signifie pas qu'on ne connaît pas ses limites. Ça peut être du dépannage, par exemple. Mais la caractéristique particulière de celle qui ne connaît pas ses limites, c'est ceci, en fait. C'est la peur de ne pas être à la hauteur, c'est la peur des représailles si elle disait non, c'est se démener pour ne pas décevoir. Vous voyez ? Ce que je dis, c'est que quand vous dépannez quelqu'un, vous pouvez tout à fait être conscient de vos limites et dépanner quelqu'un, bien évidemment. C'est juste que si jamais vous dépannez continuellement, ou en tout cas vous dites que vous dépannez, parce que ça ne devient plus du dépannage à force, ça devient une habitude, si vous dites que vous dépannez parce que intérieurement, enfin si vous dites, vous ne dites pas, mais si vous dépannez parce que, je vais finir par y arriver, ne vous inquiétez pas. Si vous dépannez parce que vous avez peur de ne pas être à la hauteur, que vous avez peur des représailles si vous disiez non, que vous vous démenez pour ne pas décevoir, c'est que peut-être vous ne connaissez pas vos limites émotionnelles. Si vous êtes dans ce cas-là, sachez que c'est très, très courant et que ça se règle. L'assertivité ne s'apprend pas à l'école. Malheureusement, c'est quelque chose que nous devrions apprendre. C'est une compétence psychosociale que nous devrions tous apprendre étant petits. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Et si quelqu'un dans votre entourage est comme ça, et si vous le pouvez, aidez-le. Aidez-le parce qu'il n'y a rien de pire dans la vie que de ne pas connaître ses limites. En d'autres termes, quelqu'un qui ne connaît pas ses limites n'a pas conscience des enjeux émotionnels qui se passent en arrière-plan. Vous voyez ? Sa profondeur de réflexion est trop faible. Et c'est normal, ça s'apprend. Ce sont des choses que nous devrions vraiment apprendre petit, ce genre de choses. Et que ceux qui ont des prédispositions à développer ça naturellement le font, et tant mieux pour eux. Mais pour les autres, comme on dit, Tintin. Et ceux qui ne font pas l'effort de l'apprendre en souffrent, et c'est vraiment, vraiment dommage. Alors, soyez attentifs à la suite. La peur de ne pas être à la hauteur, la peur de représailles, la peur de décevoir, tout cela court-circuite littéralement le questionnement nécessaire à un bon discernement. Et le questionnement, je vais vous le donner. Pour déceler si quelqu'un vous en demande trop, le questionnement à avoir est le suivant. Est-ce de mon ressort ou pas ? Est-ce que ce que la personne me demande est de mon ressort ou pas ? Tant en termes de responsabilité que d'aptitude. Petite parenthèse, on a tendance à penser que cela est pour le travail parce que ça a l'air flagrant, mais pas que. Ça peut être bien évidemment dans votre vie privée. Alors, je recommence sur le questionnement. Est-ce que cette tâche est de mon ressort ou pas ?
tant en termes de responsabilité que d'aptitude? Et si oui, en se rajoutant à tout ce que je dois déjà faire, est-ce que je dispose encore des moyens en temps et en énergie pour accomplir cela? Enfin, est-ce le moment opportun au regard de mes autres engagements en cours? Suis-je convaincu de l'urgence affirmée par l'autre quand quelqu'un essaye de vous manipuler, voyez? Suis-je convaincu de l'urgence affirmée par l'autre au point de reporter mes propres priorités? Ces 4 questions-là sont très importantes. Et quelqu'un qui a conscience de ses limites se les pose instantanément, se les pose naturellement, sans même se les poser d'ailleurs. En fait, il y répond avant même de se poser la question, vous comprenez? Et c'est à ce moment précis que je vais remettre l'église au milieu du village, bien alignée avec le ciel, mes bons amis. Les personnes qui ne connaissent pas leurs limites ont peur d'être des tirs au flanc. Qu'est-ce qu'un tir au flanc? C'est une personne paresseuse qui se dérobe aux corvées, à l'exercice, au travail, en laissant tout ça aux autres. Et si cette personne qui ne connaît pas ses limites, qui a peur d'être un tir au flanc, se retrouve devant une personne qui veut la manipuler, la manipulatrice va lui laisser entendre qu'elle est un tir au flanc, exprès pour la forcer à faire les choses. Et ça me dégoûte. Donc comme je disais, on va remettre les pendules à l'heure là-dessus. Un véritable tir au flanc se dérobe systématiquement. Il peut arriver qu'il ait fait 1 ou 2 corvées, peut-être pour se protéger qu'on lui dise cela, justement. En fait, ici, une personne qui ne connaît pas ses limites doit connaître le profil d'un véritable tir au flanc pour déjà comprendre qu'elle n'en est pas une, et deuxièmement, pour ne pas se laisser accuser si par hasard elle en était victime. Alors, le profil du tir au flanc. Un vrai tir au flanc évite les responsabilités. La personne cherche constamment à se soustraire à ses tâches et à ses obligations, et elle trouve des excuses pour ne pas les accomplir. Un vrai tir au flanc manque de motivation constamment. Elle montre peu d'enthousiasme ou d'initiative pour commencer ou compléter ses tâches, surtout si celles-ci demandent des efforts. Un vrai tir au flanc dépend des autres. Elle compte sur les autres pour faire le travail à sa place, profitant souvent de la bonne volonté ou du sens des responsabilités de ses collègues, ou de ses amis, ou des membres de sa famille. Un vrai tir au flanc procrastine. La personne remet souvent à plus tard ce qu'elle pourrait faire immédiatement, créant des retards et des désagréments pour les autres, bien évidemment. Un vrai tir au flanc manipule. Elle peut utiliser des tactiques de manipulation pour convaincre les autres de prendre en charge ses responsabilités. Un vrai tir au flanc a une attitude de victime. Elle se plaint souvent d'être surchargée ou incompris, tout en faisant peu pour changer la situation. Et ça, c'est très important. Un vrai tir au flanc manque de fiabilité. Les autres ne peuvent pas compter sur elle. Ils ne peuvent pas compter sur elle pour tenir ses engagements ou respecter les délais. Un vrai tir au flanc est égoïste. Cette personne peut montrer peu de considération pour les besoins ou les sentiments des autres, se concentrant principalement sur son propre confort et ses propres intérêts. Et enfin, un vrai tir au flanc résiste au changement. Cette personne peut être réticente à adopter de nouvelles méthodes ou à apprendre de nouvelles compétences qui pourraient, augmenter son efficacité ou sa charge de travail. Un tir au flanc de première classe englobe toutes ces caractéristiques. Donc on est bien loin de quelqu'un de volontaire, de quelqu'un qui essaie de faire bien les choses. Vous voyez ? On est bien loin de quelqu'un qui ne connaît pas ses limites dans notre contexte. Vous voyez ? J'ai l'impression de m'emporter, je suis désolée. Mais c'est tellement fréquent que ça m'énerve. Donc, maintenant que le profil de ce vulgaire personnage qu'est le tir au flanc est dévoilé, reprenons notre cheminement dans la connaissance de soi et de ses limites. Je rappelle donc que la peur de ne pas être à la hauteur et la peur de décevoir court-circuitent les questions de base du discernement et que je vais donc rappeler une fois de plus parce qu'elles sont très importantes. La tâche qui m'est demandée est-elle de mon ressort ou pas, tant en termes de responsabilité que d'aptitude? Et si oui, en se rajoutant à ce que je dois faire, est-ce que je dispose encore des moyens en temps et en énergie pour accomplir cela? Aussi, est-ce le moment opportun au regard de mes autres engagements en cours? Enfin, suis-je convaincu de l'urgence affirmée par mon interlocuteur au point de reporter mes propres priorités? J'en ai marre de dire la personne pour désigner la personne qui ne connaît pas ses limites. Si vous me le permettez, je vais m'adresser à vous directement. On va faire comme si c'était vous qui ne connaissiez pas vos limites. Ce sera plus clair, même si ce n'est pas ce que je vous souhaite. Et si c'est le cas,
je souhaite vous donner les clés pour vous en sortir. Alors, quand vous, du coup, avez réussi à prendre quelques minutes pour vous poser ces questions, vous avez bien avancé dans le travail. Mais évidemment, ce n'est pas si simple, parce que si la tâche supplémentaire que l'on vous demande est dans vos cordes, ça se complique. Si la tâche est dans vos cordes, au nom de quoi pourriez-vous légitimement refuser ? Dans le sens où on ne peut pas vous demander d'en faire toujours plus, sous couvert que les tâches sont dans vos cordes. C'est dans ce sens-là que je le dis, vous comprenez ? Eh bien là, on passe à la phase 2. À ce moment, il y a un mécanisme psychologique qui se met en place dans votre tête. Vous vous dites « que faire ?» Que faire si la tâche est dans mes cordes, même si c'est du plus, pourquoi et comment pourrais-je refuser ? Et cette question-là, en fait, elle va vous marteler pendant des heures et des heures. C'est possible. Pourquoi ? Parce que le mécanisme qui se met en place, ce n'est pas de chercher la réponse à cette question, c'est la question elle-même. Je m'explique. C'est de se poser la question en soi. La réalité ici, c'est que ce n'est pas votre mental, ce n'est pas vos pensées qui vont vous donner la réponse. Il ne faut pas vous poser la question, en fait. Celui qui va vous donner la réponse, à ce moment-là, c'est votre corps physique. Je vous assure que c'est vrai. Quand ce mécanisme-là se met en place, vous devez vous forcer à ne pas répondre à cette question dans les plus brefs délais, en fait. C'est le fait de répondre vite qui fera que vous ferez abstraction de vos limites. Dans ce cas-là, à ce moment-là, il faut se stopper, avoir le courage de se stopper et écouter son corps. Et voici les réponses qu'il vous donnera. Si votre corps se crispe, s'il accuse la fatigue d'une journée déjà très chargée, il délivre un message sans ambiguïté. Il se raidit à la perspective d'un effort supplémentaire et manifeste son besoin de se reposer. C'est sans appel, c'est clair, c'est net et c'est précis. À ce moment-là, stoppez vos pensées, stoppez-les net, parce qu'au lieu de clarifier la situation, vos pensées vont l'embrouiller. C'est normal, on ne peut pas répondre à toutes les questions par le mental. Ce n'est pas possible. Et quelqu'un qui est émotionnellement atteint, qui ne connaît pas ses limites émotionnelles, ne peut pas répondre à sa question tout seul. Ne peut pas répondre à sa question par son mental. Il faut faire appel au corps, en fait. Donc stoppez vos pensées, elles vous embrouillent, elles vous empêchent de vous écouter. C'est un mécanisme ancré en vous qui se répète, en fait, encore et encore. Et vous ne pouvez pas le régler en réfléchissant. Donc le seul moyen, comme je vous dis, c'est d'écouter son corps. Donc, ne pas répondre sur le champ à cette question de « que faire ?», mais au contraire, s'offrir le droit de différer, au moins de quelques instants. Ça désamorce l'automatisme et ça installe l'idée et le geste intérieur qui signifie « je veux me prendre en compte, rien ne se décidera sans que je me sois consulté ». C'est du respect de soi. Donc si quelqu'un vous met la pression qu'il est en face de vous, faites tout votre possible pour vous isoler un instant. Je ne sais pas, aller aux toilettes, je ne sais pas. Mais si quelqu'un vous met la pression comme ça, isolez-vous, isolez votre esprit. Ça, c'est la pire des situations, parce qu'il y a des fois où on vous demande une réponse, mais pas dans l'instant, machin, et c'est là quand même où vous allez vous poser la question, mais que faire ? Et vous allez vous ambiancer tout seul. Mais vous avez la possibilité de vous isoler, donc là, pas de problème. Mais si vraiment quelqu'un est devant vous et vous met la pression, faites tout ce qui est en votre pouvoir pour vous isoler. Ne serait-ce que quelques minutes, vous voyez ? Et en faisant cela, vous comprendrez vos limites au fur et à mesure du temps. Et comprendre ces limites, c'est aussi ne pas s'engager si on ne peut pas tenir l'engagement. Comprendre ces limites, c'est mettre à disposition une énergie et un travail de qualité à 100%. Comme je vous le disais, c'est du respect envers vous-même et aussi du respect envers les autres. Vous savez, vous respectez bien plus les autres en leur fournissant un travail de qualité. Un travail de 4 heures d'une qualité exceptionnelle plutôt qu'un travail de 8 heures dispersé, sans compter toutes les séquelles que ça implique derrière, c'est bien plus important et bien plus qualitatif de fait. Pour vous, bien évidemment, mais pour les autres aussi, en fait. Vouloir fournir plus et plus et plus pour être à la hauteur et ne pas décevoir, c'est fournir un travail ou une présence souvent médiocre. Et je suis désolée de vous le dire, mais c'est vrai. Et si c'est pas le cas, par chance, c'est votre intelligence émotionnelle qui le devient médiocre. Et au fil du temps, ça n'a de cesse que de se dégrader. C'est un cercle vicieux. Et au plus vite on inverse le processus, au plus vite on remonte la pente, logique, et au plus vite on se sent bien. Donc, étape 1, discerner le profil du tir au flanc et le profil de quelqu'un qui s'épuise à en faire trop. Étape 2, quand vous êtes sur le point d'en faire trop, posez-vous les questions d'un bon discernement. Étape 3,
si ce n'est rien du tout, si ce que vous vous apprêtez à faire est dans vos cordes, ne basculez pas dans le mécanisme du « bon alors, qu'est-ce que je dois faire ?» mais différez votre réponse. Prenez quelques instants et interrogez votre merveilleux corps physique. Étape 4. Dernière étape, respectez-vous. Et vous respecterez les autres grâce à un bénéfice collatéral de cette démarche, de ce respect envers vous-même. Soyez entier, soyez aligné. À la manière d'un puzzle qui s'assemble, les observations que vous retirerez au fil d'expériences multiples et répétées, parce que ça ne se fait pas du jour au lendemain, multiples et répétées dans des contextes variés, ça vous amènera à découvrir qui vous êtes. Les facettes de votre sensibilité humaine, votre capacité à faire face, votre point d'équilibre vis-à-vis du stress. Ainsi, votre pensée et la conception que vous vous forgez de vous-même vont évoluer. Petite cerise sur le flanc, tant qu'on parle de flanc, voici un principe de l'élégance relationnelle que je vais répéter souvent. Dans certaines circonstances, dans la plupart d'ailleurs, redirigez votre attention sur le fait d'être compris et pas aimé. Je dis certaines circonstances parce que ce principe est plus applicable au travail qu'en famille, par exemple. Le même amour ne règne pas au travail comme en famille. Mais ce principe se prête bien à la limite émotionnelle. Parce que ceux qui ne connaissent pas leurs limites et qui ont peur de décevoir, généralement, ils ne font pas la différence entre être compris et être aimé. Donc avant toute chose, il est primordial d'être compris. Et si amour il doit y avoir, il viendra ensuite. Important de le garder en tête. J'aime beaucoup vous parler de ça parce que, comme vous le savez maintenant dans mes émissions, on parle d'élégance d'esprit, on approfondit la réflexion, on recherche de la profondeur intellectuelle, on ouvre nos perspectives, on essaye de se mettre à la place les uns des autres, et c'est un travail formidable. Mais ça ne fait pas tout. Nous sommes sur Terre pour vivre cette réalité matérielle, et il faut la vivre dans l'instant présent. Ressentir par nos 5 sens tout ce que nous pouvons ressentir, prendre le temps, sentir, respirer, apprendre à connaître ce corps qui est le nôtre. Et toutes les réponses, nous ne pourrons pas les trouver dans notre tête. Nous trouverons toutes les réponses possibles si notre tête, notre corps et notre cœur travaillent de concert. Et cet exemple de limite émotionnelle illustre à la perfection mon propos. Mes bons amis, quand vous commencez à connaître vos limites, et vous savez quoi ? Je souhaite qu'un jour, vous ne les ayez pas connues, vos limites. Pourquoi ? Parce que quand on revient de loin comme ça, c'est encore plus enivrant. C'est encore plus enivrant de regarder derrière et de se dire « Waouh, j'ai fait ça. Moi. » Ça, c'est un sentiment pour le coup que je souhaite à tout le monde de vivre. Et aussi des limites émotionnelles, c'est extensible. On peut les repousser et devenir très résilient. Et d'ailleurs, on devient résilient en repoussant ces limites émotionnelles. Ça nous sert beaucoup dans la vie. Mais avant de les repousser, ces limites, il faut savoir où est-ce qu'elles se situent. Donc, mes bons amis, quand vous commencez à comprendre vos limites, vous n'avez plus peur de pratiquer la joie. Parce que vous pourrez être joyeux, pratiquer cette joie, cette riche humeur, tout en sachant dire non au bon moment. Tout en ne tombant pas dans la niaiserie. Et ça rejoint parfaitement ce que nous disions juste avant. Connaître sa limite émotionnelle, au-delà de laquelle on fatigue, au-delà de laquelle c'est trop, c'est savoir s'arrêter quand c'est nécessaire et prodiguer à vos activités, à vos tâches, à vos rencontres et à vos relations le quota maximal et pertinent de joie que vous pouvez prodiguer. Le quota maximal dont vous pouvez profiter, vous, et dont vous pouvez faire profiter les autres. Parce que quand vous vous approchez de votre limite, que vous la connaissez et que vous vous régulez au bon moment, vous vous préservez. Vous préservez votre joie, vous vous protégez, vous vous respectez. Vous avez enrichi tout ce que vous avez fait et tout le monde en garde un souvenir mémorable, vous en premier. Vous êtes une personne extrêmement charmante, agréable, vous arrivez au statut culte d'une personne hautement fréquentable, hautement élégante, hautement heureuse. Et c'est tout ce que je vous souhaite. Est-ce que tout s'est mis en place dans votre tête ? Est-ce que tout s'est parfaitement et exactement imbriqué dans votre esprit ? J'espère en tout cas, parce que moi, j'ai énormément même de plaisir à vous concocter cette émission et à travailler pour vous, vraiment. Alors, quelle était notre équation ? Comment trouver l'élégant équilibre d'une humeur égale et joyeuse sans en faire trop, dans la durée, et plus important encore, sans que cela ne soit une façade, le tout en ayant conscience de ses limites et sans décevoir les autres ? Eh bien,
elle est résolue. Nous avons commencé par parler de l'humeur générale de quelqu'un d'élégant, nous avons parlé des capricieux et des lunatiques, nous avons parlé d'une possible joie réelle dans le quotidien, de l'état d'esprit qui va avec, et nous avons compris pourquoi nous avons peur d'être joyeux, et à quel point c'était dommage. Puis, nous avons appris à nous connaître encore plus, et finalement, nous nous sommes autorisés à foncer dans la pratique de la joie en sachant exactement comment nous protéger, de qui nous protéger et comment nous respecter. N'y a-t-il pas meilleure philosophie de l'existence que celle de la joie, du rire, du respect et de l'élégance ? Le manque de conscience de ses limites renvoie une image inversée de la réalité. Le processus de réalignement évoqué aujourd'hui, s'il est répété jusqu'au réflexe, est libérateur, mes chers. Nous sommes ici pour apprendre, pour expérimenter, alors faisons-le et faisons-le de bon cœur. Qu'est-ce qui vous a parlé aujourd'hui dans cette émission ? Qu'est-ce qui vous a plu ? Qu'est-ce qui est venu teinter votre esprit d'une couleur nouvelle ? Qu'est-ce qui a changé dans votre quotidien avant même que vous mettiez en place quoi que ce soit ? Le quotidien est la manifestation de votre état d'esprit. Et si votre état d'esprit a changé, votre quotidien a changé lui aussi, déjà. Et ce n'est pas une conclusion, mais au contraire, un nouveau commencement. À bientôt!